Alors, bienvenue Magic Humans pour une nouvelle interview avec un phénomène, un événement. Content d'être un événement moi tout seul, ça fait plaisir à mon ego, merci Pierre. Alors, je dis ça, vous allez comprendre pourquoi, en rigolant mais aussi un peu sérieusement, car Hugues a beaucoup de choses à nous apprendre, beaucoup de choses qui peut nous partager, en fait autour de l'idée que chaque être humain a un talent unique qui peut le permettre d'avoir une vie magique, ça veut dire de faire ce qu'il aime dans la vie, en étant performant, en gagnant bien sa vie, en étant épanoui, que ça a du sens. Et oui, chacun d'entre nous peut le faire. Et il a développé toute une activité autour de ça, il est expert là-dedans, donc je pense vraiment qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre. Donc merci Hugues d'être là. Je t'en prie, merci à toi de me recevoir. Donc je m'appelle en effet Hugues Boulanger et on va parler aujourd'hui du talent unique. Alors le talent unique, c'est ce qu'on appelle couramment être dans sa zone de génie, être dans sa zone, ou encore être dans son flow, être à fond dedans. On appelle aussi ça couramment ne pas voir le temps passer. Parce que justement, on est à fond dans l'action, on est pleinement absorbé par ce qu'on fait, et on réussit dans le plaisir typiquement. Et ça dépend souvent de quelle est notre personnalité et quel est notre talent unique. Alors merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui, Pierre, je t'en pour parler prie. de ça. Et donc, pour Magic Humans. Yeah, Magic Humans. Magic Humans. Et donc dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que le talent unique, comment le trouver, comment le reconnaître, etc. Et dans une autre vidéo, nous allons voir comment développer son Ikigai, qui est un formidable outil pour avoir une vie incroyable au niveau professionnel, où tout est aligné. Donc on vous laisse découvrir ça dans la deuxième vidéo. Maintenant, donc restez bien avec nous et suivez chaque instant de déjà cette vidéo. Attention. Alors, avant de rentrer rapidement dans le talent unique, dis-nous, qui es-tu déjà? D'accord, alors je vais répondre à qui je suis déjà professionnellement. Je pense que ce sera largement suffisant par rapport à cette interview. Donc Hugues Boulanger, il y a 8 ans, j'ai fondé Réussir dans le plaisir. Concept dont la raison d'être, c'est d'identifier justement notre talent unique, notre zone de génie, là où on réussit dans le plaisir. Et j'ai fait donc 8 ans de recherche et d'accompagnement pour aider les gens à identifier ça, aussi à trouver leur ikigai, c'est-à-dire là où ils sont alignés pour réussir dans le plaisir. Et la méthode que j'ai élaborée avec beaucoup de collègues et d'expérience, c'est une méthode, ce que j'appelle le profiling de talent. Donc, c'est pas des tests de personnalité, c'est-à-dire qu'on ne met pas les gens dans une case, c'est en fait la contraposée, c'est de créer la case qui correspond parfaitement à l'unicité de chacun. C'est-à-dire que plutôt que de dire, toi Pierre, tu corresponds au type ENTP ou NFP, et donc de te mettre dans une case, ou de dire que tu es base 2 en énéagramme, en fait, on va dire tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on va prendre ta vie, tes expériences où tu es vraiment pleinement aligné, et à partir de ça, on va élaborer, en fait, on va dessiner précisément quel est en fait le talent unique qui te correspond, quelle est la case à toi, en fait, la seule qui est la tienne, qui t'aidera après à trouver ta place dans le monde. Donc voilà, c'est un peu la contraposée du truc, parce que j'ai vraiment la conviction que chacun d'entre nous est différent, unique, et a une expression du talent qui lui est propre, une identité unique, une raison d'être unique dans ce monde aussi. Ce qui est tout à fait débattable, mais en tout cas, c'est la conviction qui m'anime en l'occurrence. Très bien, c'est excellent. Et pour la petite histoire, Hugues et moi, on se connaît depuis 10 ans, et il y a 8 ans, je l'ai aidé à lancer Réussir dans le plaisir, qui est sa société, qui aide aux gens à trouver leur talent pour réussir dans le plaisir, justement. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait c'est un concept, quand il dit qu'il a aidé, c'est vraiment modeste de ta part, c'est qu'en fait au départ c'était un projet commun. En fait Pierre est toujours un des fondateurs du projet aujourd'hui. Exactement, notre vision à la base c'était, nous-mêmes nous étions dans une... nous étions frustrés du marché du travail, nous avions envie de créer quelque chose qui nous permette à nous de nous épanouir professionnellement en faisant ce que l'on aime, là où nous sommes doués, et de le proposer aux autres. Et nous avons beaucoup travaillé pour avoir quelque chose d'impactant, de pertinent. Rentrons dans le vif du sujet maintenant. Allons-y. Qu'est-ce que le talent unique? Déjà, c'est quoi un talent unique?
Alors, je vais me permettre de donner une définition très vulgarisée, pas technique. Je pense que chacun d'entre nous comprend aisément qu'il a une seule personnalité, à moins d'avoir une pathologie assez grave. Je dis ça en déconnant, mais c'est vraiment la vérité. C'est-à-dire que ce qui définit en fait la personnalité, c'est aussi et avant tout le sentiment d'unité, c'est-à-dire le sentiment d'être une seule et même personne, et aussi d'avoir une forme de cohérence qui va avec ça. C'est-à-dire on a l'impression, ok, moi je suis Hugues, toi tu as l'impression d'être Pierre, et tu as l'impression que c'est une seule et même personne. Tu as ce sentiment, certes subjectif, mais qui est quand même assez rassurant, de se dire, voilà, je suis une seule et même personne. Et de ça vient beaucoup de choses. De ça vient aussi donc une vision de toi-même, une identité, une représentation de toi, et une expression de qui tu es, une créativité qui t'est propre, une personnalité qui t'est propre, et qui est aussi identifiable par d'autres, et qui laisse aussi son empreinte. Ok, très bien. Donc une fois qu'on est à peu près d'accord sur le fait qu'on a une personnalité, on se rend compte aussi que cette personnalité, elle détermine énormément de choses. Hein. Surtout qu'on sait aujourd'hui que 99,9% de nos actions sont déterminées par notre inconscient et non pas par nos décisions conscientes. Et en fait, ça va très loin parce que en fait, toutes les actions, les décisions qui viennent de notre personnalité, elles sont souvent automatiques. Et ces automatismes, en fait, ils font la majorité de nos actions. Et donc voilà, et donc vu qu'en fait on a autant d'actions automatiques déterminées par notre personnalité, il y a tout le volet de choses positives qui en découle et tout le volet de choses négatives qui en découlent. Et l'approche d'Alonique, c'est de dire, ben voilà, en fait, on va nommer en fait qu'est-ce qui découle de façon très positive de notre personnalité, ce que je vais appeler le talent unique, et qu'est-ce qui découle d'une façon plutôt négative de notre personnalité, ce que je vais appeler le talon d'Achille. Le talon d'Achille. Okay. C'est-à-dire notre faiblesse, notre plus grande faiblesse, parce que généralement c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que notre plus grand talent, c'est notre plus grand défaut. Alors j'ai deux questions, ça veut dire quoi notre plus grand talent et notre plus grand défaut? C'est un peu curieux comme c'est paradoxal, et tu dis que tu as l'air de dire que notre personnalité, il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes. Donc comme si on n'était pas en maîtrise de nous-mêmes. Enfin, c'est un peu curieux comme approche. Donc c'est deux questions, voilà. Exactement, je parle beaucoup d'automatisme. Pourquoi Parce que, en fait, on est en train d'agir souvent en pilote automatique. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est, entre guillemets, éveillé. Mais en fait, on est quasiment en mode machine, c'est-à-dire en train de reproduire les mêmes choses en permanence. Et on est en fait, et ça on le sait depuis Jung, c'est que en fait on est beaucoup moins en contrôle que ce qu'on veut bien se l'avouer à nous-mêmes. D'accord. Et donc Carl Jung, le fondateur de la psychologie, enfin un des fondateurs de la psychologie moderne, oui, qui est élève de Freud, pour ceux qui ne connaissent pas. Et aujourd'hui avec les neurosciences, on se rend compte qu'en fait il avait raison, mais vraiment, 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 parce qu'en fait on se rend compte d'à quel point en fait nos décisions sont déterminées de façon automatique avec des autoroutes neuronales, c'est-à-dire qu'en fait plus on renforce concrètement une série de neurones dans une action ou une décision, plus en fait ça devient automatique et plus c'est déterminé et plus en fait ça se fait tout seul, voilà. Donc du coup, dans le sens c'est toujours là et je le continue à le reproduire, après je peux en avoir conscience. C'est ça l'enjeu. Oui, mais le fait d'en avoir conscience va nous apporter une petite maîtrise, mais pas tant que ça. Alors, effectivement, hein, on n'est pas totalement déterminé, oui, d'accord, simplement, en fait, il faut bien réaliser à quel point on l'est beaucoup plus que ce qu'on veut bien l'admettre. Donc, même si on fait beaucoup de développement personnel, même si on est très entrepreneur, même si tout ça, on a quand même beaucoup de choses qui sont automatiques. Et donc l'approche du talent unique consiste non pas à changer nos automatismes, mais à prendre conscience de là où nos automatismes sont tellement forts qu'on ne va pas vraiment les changer. Voilà, on ne va pas vraiment les changer. Au contraire, on va pouvoir voilà, et on va les accepter. Les accepter, les utiliser pleinement. Eh bien oui, c'est-à-dire les utiliser davantage en ayant conscience. Donc, c'est-à-dire que si par exemple j'ai pour talent, je ne sais pas moi, d'identifier en fait la façon dont les systèmes relationnels fonctionnent, je dis ça au hasard totalement, eh bien en fait, si c'est ça mon talent unique, parce que en fait je le fais automatiquement, c'est dans ma personnalité,
eh bien, il va y avoir un contexte où ça va être positif, c'est-à-dire un contexte où les gens vont ressentir le besoin qu'on les aide à identifier le système relationnel. Donc, par exemple, voilà, si je suis, par exemple, quelqu'un qui fait des constellations familiales, voilà, donc ça va être hyper aidant d'avoir ça. Par contre, si je peux pas m'empêcher de le faire parce que c'est mon automatisme et que je sors ça au dîner de famille, voilà, systémique familial, bah, ça va jeter un petit froid, en fait. Donc, c'est pas le contexte. Donc, ça va être plutôt le talon d'Achille. Donc, c'est exactement le même automatisme, c'est exactement la même, si je puis dire, autoroute neuronale. Par contre, le contexte a changé. Et entre-temps, l'impact, il va être positif ou négatif. Je sais pas si c'était clair cet exemple. Alors, je pense que tu peux en donner un deuxième parce que les constellations familiales, ça parle pas à beaucoup de gens. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, donne-nous un autre exemple d'un talent avec un. Si tu peux. Oui, alors bien sûr, donc par exemple, quelqu'un qui va, bah, par exemple, euh, avoir comme facilité, comme automatisme, d'oser se mettre en avant, voilà. D'oser aider les autres gens à se mettre en avant, bah, il va y avoir un contexte où ça va être hyper positif, mais un contexte où ça va l'être moins. Donc le contexte où ça va être par exemple beaucoup plus positif, c'est si les gens cherchent à prendre confiance en eux, à apprendre à se vendre, à apprendre à se mettre en scène théâtralement, scéniquement. Donc Donc, là, il ça a- va être hyper aidant. Voilà. Bon. Le contexte où ça va pas forcément être aidant, c'est si par exemple les gens veulent justement qu'on soit tous à parité. Par exemple, là, ça va pas être la situation. Donc, on peut avoir des phénomènes comme le fait qu'on prenne un peu la vedette ou qu'on prenne un peu la lumière, du coup, créer un peu des tensions comme ça. Je sais pas si c'était clair. C'est plus clair, oui. Alors là, il parle de mon talent, du coup, quand il dit ça, c'est oser permettre aux autres d'oser se mettre en avant et oser se mettre en avant en animant, en créant une dynamique de groupe où on peut enfin y aller tous ensemble. C'est un peu ça, enfin, c'est ça mon talent unique. Et effectivement, il y a des moments où quand je prends trop la place, ou que j'encourage les gens de manière décomplexée à se mettre en avant alors que dans un contexte plus cadré, plus formel, c'est pas du tout approprié. Et donc en fait, c'est vraiment cette idée que ce que je fais, en gros, si je résume, ce que je fais de manière automatique, que j'ai accumulé depuis des années d'expérience, Mm. qui est évident pour moi, je le fais malgré moi, parce que c'est engrainé en moi. Et du coup, il y a des moments, des situations dans la vie où c'est très utile, Mm. et c'est percutant, pertinent. Il y a des moments où je ne peux pas m'en empêcher, Mm. mais c'est complètement à côté de la plaque, voire euh, contre-productif ou négatif. Enfin, oui, c'est ça à Voilà. peu près. Et si je prends plus, par exemple, l'exemple de mon talent, moi, mon talent unique, il est beaucoup dans le fait d'expliciter les mentalités, c'est-à-dire la façon dont les gens pensent, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective. Donc, je peux parler parfois, donc je peux ennuyer les gens à mourir en leur parlant pendant des heures de telle ou telle culture, alors que, par exemple, ça ne les intéresse pas. Enfin, ils n'ont pas envie de savoir la différence entre la façon dont les Japonais pensent et la façon dont, je sais pas moi, les Européens pensent. Bon, ok, ça ne les intéresse pas. Ou alors, c'est carrément pas du tout l'endroit parce que je vais parler de la façon dont telle autre personne pense et ça peut être perçu comme what, enfin, ça peut être même très gênant. Invasif ou, Euh, ouais, ou prétentieux ou... ça peut être perçu comme prétentieux, assez souvent d'ailleurs, parce qu'en fait, ils vont dire, mais qu'est-ce qui te permet de dire ça? C'est pas pour autant que c'est pas précis, mais c'est souvent, voilà, si je fais pas attention, pas à propos. Hmm. Par contre, moi, je suis vraiment naturellement, automatiquement porté vers ça. Et donc, en fait, c'est mon monde. Voilà. Donc, on a chacun notre monde, notre univers. Et quand on s'exprime, quand on exprime notre identité, eh bien, en fait, ça se confronte à la norme. Ça se confronte à est-ce que c'est la situation pour? Est-ce que c'est acceptable dans cette situation ou pas? Et donc, plus on a voilà, des univers un peu en décalage avec la norme, plus ça va être socialement délicat de trouver une situation où c'est le bon moment. Quand c'est le bon moment, par contre, ça peut être aussi le bon moment pour le monétiser, c'est-à-dire pour en tirer des revenus, parce qu'on va pouvoir l'exploiter, par exemple, professionnellement. Donc, par exemple, professionnellement, moi, il y a beaucoup de moments où mon talent est utile. Par exemple, en marketing, ça me permet de modéliser rapidement les mentalités et donc de bien comprendre des besoins sur un tel ou tel marché.
Ça va me Du permettre... comportement de client, Ouais, comment leur vendre un produit, un service. c'est ça, pour entrer dans la mentalité d'un avatar client, donc ça par exemple, si je parle juste du marketing, pour l'innovation, c'est pareil, ça peut être très utile de bien comprendre les mentalités, parce que ça permet de rentrer en empathie avec un groupe de personnes et pas simplement avec une seule personne. Ou alors quand quelqu'un vient chercher plus de connaissances de soi, vient trouver son talent unique, là aussi c'est un vrai avantage sur le plan professionnel, parce que ça permet d'entrer profondément dans la mentalité de quelqu'un, de comprendre son fonctionnement, son mode d'action, de le modéliser et du coup qu'il ait vraiment une meilleure connaissance de sa zone de génie concrètement. Donc, oui, donc en fait, c'est à partir de ce talent que tu as de décortiquer, décrypter les mentalités des gens que tu as bâti ta vie professionnelle, de décoder le talent unique qui est une expression concrète et très importante de la mentalité d'une personne. C'est ça? Oui, alors c'est utile de préciser qu'il n'y a pas que moi qui suis capable de l'identifier. Hein. Non, bien sûr. On est nombreux à avoir le protocole pour l'identifier. Mais en effet, C'est le compatible fait avec ton talent de base. C'est ça, moi je pense que ma facilité c'est de rentrer dans la façon de penser des gens. Ça c'est vraiment très très naturel. Et après, le fait d'observer en fait, le mode d'action, c'est quelque chose que j'ai appris un peu plus. Alors moi j'ai deux questions. Du coup, déjà, ça paraît un peu prétentieux. Il y a des personnes qui peuvent nous regarder et dire mais un talent unique, est-ce que moi j'ai un talent unique? Est-ce que tout le monde en a un? Parce qu'on peut se dire des fois, il y a des gens on les regarde, on dit c'est impossible, ils n'ont pas de talent. Ou alors on se dévalorise soi-même, on se dit moi j'ai pas de talent, je sais pas ce que c'est. Et d'où vient ce talent unique aussi? Mais d'abord... Alors, déjà une petite histoire à te raconter, Pierre. Est-ce qu'on a tous un talent et pourquoi, si oui? C'est que donc il y a 8 ans, quand j'ai commencé à vraiment faire des recherches pour identifier de façon totalement gratuite à l'époque quel était le talent des gens, j'ai interviewé des centaines de personnes gratuitement et beaucoup de gens, dont moi, avaient l'a priori que certaines personnes étaient, entre guillemets, ce qu'on appelle limitées. C'est-à-dire, voilà, eux, le talent, il va être un peu moins... voilà. Faible, quoi. Voilà. Ou inexistant. Et en fait, j'ai été le premier surpris de découvrir à quel point pas du tout. Parce qu'un jour, je suis tombé sur quelqu'un qui était vraiment l'archétype de ce qu'on appelle quelqu'un de limité. Et en fait, j'ai découvert que c'est quelqu'un qui avait un talent vraiment... incroyable en fait, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait le talent de créer des communautés, qui avait le temps de créer des communautés d'intérêt, qui en fait a vraiment un potentiel incroyable. Et donc souvent les gens qu'on voit comme ayant un potentiel limité sont des gens qui en fait ont bien au contraire un potentiel incroyable, mais vraiment incroyable. Donc en fait souvent quand on perçoit quelqu'un comme un temps limité, c'est parce qu'il a une forme d'intelligence assez différente, qui s'exprime socialement plus difficilement, et du coup, dont l'expression du potentiel ne s'est pas encore révélée dans le bon contexte. Donc vraiment, j'ai changé complètement d'avis, mais alors vraiment complètement. C'est-à-dire que souvent, on dit que ces gens-là ont un potentiel, mais voilà. Mais en fait, c'est vraiment qu'il est souvent caché, qu'il n'a pas encore pu être révélé, mais il est pourtant là et dormant. Et donc c'est quelque part un peu triste et un peu génial en même temps. C'est-à-dire que ce qui est génial, c'est que c'est des gens qui ont un formidable potentiel. Ce qui est triste, c'est que souvent, il ne s'exprime pas, il peut rester dormant pendant très longtemps, voire ne jamais être révélé. Donc c'est à la fois un message d'espoir et un message de... voilà... ça vaut le coup de s'y intéresser, quoi. Très intéressant. Et oui, je me permets, vu que tu as posé plusieurs questions, de répondre à une autre. Tu dis, dans les autres questions qu'on se pose, c'est pourquoi, en fait, beaucoup de choses peuvent nous paraître prétentieuses quand il s'agit d'un talent unique, quand on les dit. C'est parce que, en fait, quand on est dans notre talent unique, souvent on est en train de faire des choses qui sont évidentes pour nous. Alors, vu qu'on fait des choses qui sont évidentes pour nous, par exemple, ça va être évident pour moi de parler de comment pense tel individu ou groupe de personnes, eh bien, je vais avoir tendance à trouver ça banal. Pour moi, c'est banal, et donc je vais y attribuer peu de valeur. Pourquoi ? Parce que
je vais considérer que, vu que c'est facile, ça a peu de valeur, mais c'est un référentiel interne. Alors qu'en fait, qu'est-ce qui détermine que quelque chose a vraiment de la valeur? C'est si, en fait, les autres, en fait, eux, ça leur fait gagner de l'argent, ça change leur vie, ça a un impact positif sur eux, ça résout des problèmes dans l'environnement. Et donc, c'est parce qu'on fait souvent l'erreur de faire une évaluation interne, de s'écouter, à un moment où on ferait mieux de demander aux autres, est-ce que ça leur a apporté quelque chose? Donc, par exemple, si je décris comment pense telle ou telle personne, la question c'est pas si moi, si c'est facile pour moi. La question c'est est-ce que ça te rend service à toi? Est-ce que ça te rend service à toi? Est-ce que ça vous rend service à vous? Là, on fait une vidéo YouTube. La question c'est pas de savoir si c'est facile pour nous. La question c'est de savoir si ça vous rend service à vous d'apprendre ces choses-là, d'en savoir plus sur telle ou telle chose. Parce que l'impact à ce moment-là pour vous, il est positif, il vous apporte de la valeur. Donc Oui, voilà. et en fait, ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que quand nous, c'est évident pour nous, c'est facile, c'est fluide, c'est parce qu'on l'a beaucoup répété, c'est automatique, Mhm. on le fait spontanément, et spontanément, on se dit oui, je l'ai fait, c'est normal. Et Mhm. on le banalise souvent. Et en fait, c'est les autres qui, eux, ont différentes personnalités, qui ne sont pas capables de faire exactement comme nous les choses, qui peuvent se dire non, moi, je n'y arrive pas, ce que toi tu fais, qui est évident pour toi. Ouais. Et c'est ça, ce décalage. Mais alors, la tragédie de ça, c'est que souvent, en fait, pour sortir de la banalisation, le meilleur moyen, c'est de se faire payer. Parce que souvent, le simple fait de valoriser verbalement, Son talent, c'est pas forcément suffisant pour beaucoup. c'est pas suffisant pour beaucoup de gens pour l'ancrer dans quelque chose de réel. Mais le jour où, en fait, je te paye des gros billets pour, en fait, aider des gens à se mettre en avant, par exemple, à se mettre en lumière, à prendre la lumière, ben, en fait, tu vas beaucoup moins douter de ton talent. Donc je dis pas que c'est le seul moyen, mais Il y a d'autres moyens, mais en tout cas, c'est je un dis que moyen. d'expérience, c'est le moyen qui marche le mieux. Le jour où les gens doutent de leur talent, jusqu'au jour où ils se font payer très cher pour ce talent. Et là, ah bah d'un coup, ah bah oui, j'ai un certain talent pour ça. Et- voilà. Alors qu'avant, ils sont un Et- peu dans un syndrome d'imposteur. ouais, Quelque part. avant en Ils se fait, disent, ils ouais, disent non, j'ai pas vraiment de talent, oui, mais ça tout le monde peut le faire, mais ça c'est facile, mais ça ceci, mais le jour où ils sont vraiment payés cher pour ça, bah du coup, ah non, ça devient réel, ça devient concret. Ah bah oui, il y a des sous. Donc moi je fais exprès involontairement de parler de sous. C'est parce que pas. c'est un peu bizarre qu'on parle de ça comme ça Oui, mais en spontanément. fait je pense que c'est important quand on parle de talent de parler aussi de sous. Euh, Pourquoi? Pour plein de raisons. Bah, déjà, un, parce que ça permet d'objectiver en fait le fait que ça a un impact, parce que la rémunération, c'est aussi un moyen de signaler que il y a un échange de valeur. Alors, Objectiviste, ça veut dire quoi? Tu veux dire de rendre objectif, rendre objectif. rendre tangible, rendre concret. C'est-à-dire que en fait, ça enlève du doute. Alors je sais que l'argent n'est pas toujours utilisé parfaitement à bon escient, très bien. Mais n'empêche que l'argent, c'est à la base, hein, ça a été inventé pour ça, c'est pour échanger de la valeur de façon fluide entre Pierre et Hugues, et entre Hugues et Le monde. Tante Tati. Voilà, bon. Et du coup, et du coup en fait, si jamais, toi qui regardes cette vidéo, bah, tu as, beaucoup de talent, et puis tu as un talent, je sais pas, pour mettre en réseau, et nous, on a besoin de créer un mastermind d'entrepreneurs, et en fait, tu nous apportes de la valeur à travers le mastermind que tu En as nous créé. présentant plein de personnes, en Et ben, créant un en fait, réseau. tu as un choix qui va venir à toi, c'est est-ce que tu vas le monétiser, c'est-à-dire est-ce que tu vas nous le faire payer, et du coup, on va y avoir un échange monétaire qui va objectiver en fait finalement cet échange de valeur, ou est-ce que tu vas le banaliser et dire ça vaut rien, je te le fais gratuitement, t'inquiète. Et du coup, là tu banalises et finalement tu prendras pas autant confiance dans le fait que ça a de la valeur, parce qu'en fait tu vas faire comme si ça n'en avait pas, puis nous on va être content d'en profiter, puis on va pas forcément te demander de payer, vu qu'en fait ça a de la valeur, mais tant qu'on n'est pas confronté au fait que c'est payant, on va pas forcément être là à te dire bah si, fais-nous payer. Non, on va te dire merci. Et du coup ça, ce système-là, c'est un système non vertueux, parce que en fait il aide pas certaines personnes qui ont un talent à le monétiser, à le vendre, soit dans un contexte entrepreneurial, soit dans un contexte d'entreprise. Ou de salariés. Oui, 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 quand je dis oui, salarié ou entrepreneur, ouais. Ok. Et justement, ça résonne juste sur une phrase qui, moi, m'est apparue évident avec les années d'exploration de mon talent. C'est que finalement, une étape importante dans
le fait d'assumer son propre talent, c'est quand tu passes de je paye euh, pour pouvoir faire quelque chose dans ma vie personnelle que j'aime faire, donc par exemple un hobby, un passe-temps, voilà, une formation, quelque chose, je paye pour pouvoir le faire, Mm. je passe de ça à je suis payé pour faire la même chose. Mm. Et quand on fait ce shift, quand on commence à être payé pour faire ce qu'on aime, Ah oui, alors ça, c'est un shift important. Merci, Pierre. on n'est plus amateur, on devient professionnel et on valorise Ouais. spontanément son Alors- talent et on a plus confiance. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu. Quand j'ai commencé à assumer le fait que j'étais formateur, j'étais capable d'assumer le fait de créer des dynamiques de groupe où les gens osent se mettre en avant et se mettre en lumière et qu'on échange et qu'on crée des dynamiques ensemble, bah ça m'a, c'est sûr que ça m'a ça m'a permis de prendre confiance en moi, clairement. Merci de parler de ça, Pierre, parce que je pense que c'est important pour les gens qui nous regardent. Parce que si, en tout cas, ça vous concerne particulièrement si vous êtes des gens qui, parfois, vous êtes approchés du burn-out ou parfois avaient le sentiment de vous galérer dans la vie. C'est parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'on vient d'une culture de l'effort, c'est-à-dire qui valorise l'effort et aussi majoritairement d'une culture salariée. Et donc, ces cultures-là, elles déterminent qu'on fait une erreur fondamentale dans l'attribution de la valeur. C'est qu'on va souvent attribuer la valeur à ce qui nous demande de l'effort. Donc, plus c'est dur pour nous, plus Ouais. ça a de la valeur. Et d'ailleurs, ça se retrouve même dans le langage. C'est-à-dire que par exemple, dans la langue française, on va même dire ah non, mais de rien. C'est quand on dit merci, ah non, mais de rien, comme si justement ça ne nous avait demandé aucun effort. Ah oui, mais je t'en prie, j'aurais pu le faire. On dit pas j'aurais pu le faire gratuitement, on dit Avec plaisir, non ouais, ça je pourrais le faire pendant des heures gratuitement. Mais ça sous-communique en fait l'idée que en fait, vu que ça ne demande pas d'effort, vu que c'est que du plaisir, on le ferait gratuitement. Or, en fait, ce qu'on fait par plaisir, ce qu'on Ou fait on par... dit plutôt c'est rien. Oui, ben, c'est ça de rien. Mais en fait, tout ce qu'on pourrait faire gratuitement, c'est justement là où en fait, on peut continuer à le faire dans la durée le plus longtemps possible, acquérir le plus d'expérience et être le plus de notre excellence. Euh, donc, imaginez, par exemple, vous êtes un grand basketteur, vous êtes Michael Jordan. Ben, Michael Jordan, il a beaucoup de plaisir à faire du basket. Il a beaucoup de plaisir à faire ça. Mais imaginez qu'en fait, il n'y ait personne pour faire payer finalement sa prestation. Ben, en fait, il ne gagnerait rien du tout. Enfin, c'est un basketteur dans son temps libre, quoi. Ouais, parce qu'en fait, il le fait par plaisir, le basket. C'est pas quelque chose qu'il fait par effort. Donc, en Mais en fait, tout cas, ça lui fait plaisir. Il fournit des efforts, mais pour lui, c'est pas des efforts dans le sens souffrance ou aussi difficile que d'autres choses qu'il pourrait faire. il y a de l'exigence, il y a de la discipline, mais Oui. c'est avant tout une zone de plaisir, en fait. Et ça, c'est des choses que les gens qui galèrent, qui sont dans le burn-out, ont du mal à envisager. Ils se disent, mais en fait, Michael Jordan, il aurait une capacité surhumaine à faire des efforts. C'est pas vrai du tout. Il a avant tout une capacité surhumaine à tirer plaisir de ce qu'il fait quand il fait ce qu'il aime, qu'est le basket, en fait. Et ça, c'est assez important parce que, oui, il sait faire des efforts, mais il sait surtout aller dans le sens de son plaisir, de sa zone de génie, de sa zone de créativité, de sa zone de flow. Euh, et aussi, donc tout ça pour en revenir au fait que quand on pense que toute réussite est une fonction proportionnelle de l'effort qu'on y met, on est dans l'erreur. Parce qu'en fait, en vrai, la réussite, elle vient de peut-être 70% de plaisir et peut-être 30% d'effort. Mais c'est avant tout le fait d'être capable de capitaliser sur son plaisir qui fait que justement, on va aller très très loin. Parce que si vous faites que des efforts, au bout d'un moment, vous allez vous fatiguer, vous allez vous décourager, vous allez et c'est normal. Vous allez burn-outer d'ailleurs. Et alors que si vous faites beaucoup de plaisir, mais aussi de l'effort quand c'est un peu dur et qu'il faut aller plus loin, ben là, vous allez atteindre l'excellence. Et c'est beaucoup plus comme ça que ça fonctionne quand on a des réussites formidables, comme celle des grands champions, comme celle des grands entrepreneurs, davantage. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est très bien expliqué dans les recherches de Mihaly Csikszentmihalyi. Qui est le père de la psychologie positive, qui a inventé la notion de flow. Voilà, c'est ça.
qui a théorisé le flow. Un psychologue hongrois. Hongrois. Et qui a un peu révolutionné, en fait, effectivement, la psychologie positive. Voilà, les deux réponses très longues sur lesquelles tu m'as emmené, Pierre. Merci. Non, mais pour résumer, c'est très important d'arrêter de penser que il faut faire des efforts pour réussir dans la vie. Et on est dans un système scolaire qui nous dit fais des efforts, il faut que tu sois bon partout, dans toutes les matières. Et il y a certaines matières plus valorisées que d'autres, alors que ce n'est pas forcément là où tu es doué. Il y a des gens, ils se détestent être assis à 7 heures par jour à écouter quelqu'un. C'est contre nature au possible. Et en fait, on leur dit fais des efforts. Et t'en as comme ça. Oui, et t'en as comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, t'en as qui vont avoir un champ de flow qui se déclenche plus aisément dans les activités manuelles et puis d'autres dans des activités conceptuelles. Oui, il y en a qui vont adorer écouter quelqu'un pendant 7 heures, de parler d'idées, de concepts et suivre les cours. Tout à fait. Et ce sont des bons élèves dans le système classique. Et d'autres qui vont détester ça. Et en fait, au lieu de devoir dire non, je vais essayer de m'adapter au monde et faire beaucoup d'efforts, eh bien, concentrons-nous sur ce qui me vient naturellement, ce qui est fluide, ce qui me donne du plaisir. Et c'est vrai que quand on fait quelque chose qui nous donne du plaisir dans l'action même, on a beaucoup plus d'énergie. Moi, Magic Human, ça me fait tellement plaisir de faire des vidéos que j'ai beaucoup d'énergie pour en faire pour animer des groupes, etc. Alors que si je faisais autre chose, je devenais comptable si je fais de la comptabilité tous les jours, j'aurais beaucoup moins d'énergie à la fin. Ce serait beaucoup plus dur. Alors, merci beaucoup de dire ça, Pierre, parce que tu viens de dire plaisir dans l'action. Et c'est pas anodin de dire ça, parce que aussi, une des choses qui fait que les gens ont du mal, je pense, à bien connaître leur zone de génie, à bien connaître leur talent unique, c'est qu'en fait, beaucoup de gens, et c'est culturel aussi, on va associer le plaisir à l'inaction et à la passivité. Oui, donc grosso modo, aller sur sur la plage, boire des mojitos. Rien foutre, le transat, Netflix, tout ce qui est inaction va être associé à du plaisir dans beaucoup de mentalités. Et je tiens à signaler d'à quel point cette représentation est destructrice. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a une représentation qui me paraît vraiment extrêmement dangereuse à avoir, c'est celle d'associer plaisir avec passivité. Ça peut vous emmener dans beaucoup de problèmes, rien que le fait d'associer visuellement ou sensoriellement ces choses ensemble. Et je vous invite, si vraiment vous associez les deux, à faire ce petit exercice qui est de penser à toutes les fois où vous avez pris du plaisir dans l'action, et ne serait-ce que de lister ça. C'est un plaisir qui peut vraiment vous aider à bien des titres. Alors, il peut vous aider à quoi déjà ? Il peut vous aider à... en fait, déjà enlever de votre vie trop d'activités passives, parce qu'en fait, il se trouve que c'est très malsain, en fait. Tout ce qui est passif, ça... À l'excès. Globalement, même pas à l'excès, c'est assez négatif, parce qu'en fait, c'est ça qui entraîne des problèmes de santé, notamment à travers le surpoids, mais aussi l'entretien de la plupart des addictions. C'est aussi corrélé à des problèmes de dépression et de burn-out. Donc vraiment, j'attire votre attention sur le fait que les activités, les plaisirs passifs sont des choses qui, en plus, nous font perdre le contrôle de notre vie, parce qu'en fait, ça renforce le fait qu'on devient des consommateurs. Par exemple, on devient le consommateur passif de grandes entreprises qui nous vendent des trucs dont on n'a pas besoin. Je prenais l'exemple de Netflix, mais en fait, le fait de rester dans son canapé à regarder Netflix, c'est qu'en fait, vous devenez finalement l'instrument consommateur passif des grandes multinationales, et vous perdez le contrôle, vous n'êtes plus l'acteur de votre propre vie, vous faites avoir, en fait, vous avez perdu le pouvoir, en fait, vous avez perdu le pouvoir sur votre propre vie. Donc ça, je pense que, à l'inverse, quand on prend la perspective de, ok, c'est quoi mes plaisirs dans l'action, c'est nous qui sommes acteurs et on prend le contrôle de notre vie. Et en plus, il se trouve que c'est sain, il se trouve que on se sent plus vivant, ça prémunit rien que faire ça, ça nous empêche d'être dans le moindre risque de dépression ou de burn-out quasiment, à quelques exceptions près. Et voilà, ça nous permet aussi de savoir là où on réussit dans le plaisir et de s'approcher vraiment de notre zone de génie. Donc en fait, il y a énormément de vertus à ça. Alors ça, c'est intéressant. Moi, la question que je te pose du coup, si tu as dit, pour commencer à lister les actions qui nous font plaisir. Okay. Donc c'est un début pour commencer à
trouver son talent. Oui, c'est-à-dire que... Mais il y a des gens qui vont dire, ok, je sais, j'adore faire la cuisine, j'adore jouer au golf, j'adore, Mm. je sais pas, faire du bricolage. Bon, mon talent c'est quoi? Être bricoleur, être cuistot en fait, on ne fait pas le lien. Et c'est Ouais. difficile, c'est des choses différentes. On se dit, mon talent c'est Ah. pas être le super cuistot. Ouais. Peut-être c'est ça. Enfin, Mais c'est en quoi fait, ce qui est extrêmement marrant, c'est que vu que tu as la même personnalité, Pierre, quand tu vas faire de la cuisine ou du golf ou du karting, en fait, tu vas faire du karting comme tu fais du golf et comme tu fais de la cuisine. C'est extrêmement étrange, mais en fait, tu vas avoir le même mode opératoire, quelle que soit l'activité que tu fais. Tu as l'impression que tu fais des choses différentes, mais en quand réalité, même. tu fais exactement la même chose selon un autre point de vue. Selon ton point de vue, parce que pour beaucoup de gens, ça paraît bizarre de dire, moi, enfin, quand je fais du karting, je fais du karting, quand je fais du golf, je fais du golf. Enfin, mais la continuité, c'est quoi? C'est Ouais. parce que moi, je le fais avec un certain style, une certaine énergie. Tu le fais avec ta propre personnalité et donc ton propre mode opératoire, c'est-à-dire que tu vas agir de la même façon même si tu ne le vois pas. Ce qui est extrêmement étrange. Je te donne un exemple tout simple. Je te connais un peu, je connais un peu la façon dont tu fonctionnes, mais la plupart du temps, quand tu vas faire ces activités-là, tu vas te débrouiller pour que ça soit fait en groupe, typiquement avec une communauté que tu vas animer ou créer. Et comme par hasard, en fait, ça veut dire que bah, tu vas faire la même chose selon cette perspective. Ah, d'accord. Le lien, c'est le fait que je le fais en groupe et je vais créer Ouais, mais en un fait, groupe ça, pour le faire ça va ensemble. beaucoup plus loin parce que si on s'attache aux détails, c'est-à-dire qu'en fait, ça va 10 fois plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire tout dans le même ordre. Et c'est là que ça devient presque flippant. C'est ah ouais, en fait, j'ai ordonné en fait le projet dans la cuisine, dans le karting et dans et dans le golf exactement pareil. Ah ouais, c'est flippant même. Mais- et C'est- oui, bah, c'est parce que tu as la même personnalité, tout simplement. Mais alors, du coup, pour que les gens puissent commencer à comprendre leur talent, ils doivent réfléchir à quel est l'ordre dans lequel ils font les choses et faire des traits communs entre les différentes activités et voir l'ordre. Alors, c'est là que ça devient peut-être un petit peu compliqué de le faire par soi-même, parce que justement, la modélisation du mode opératoire, bah, ça demande des compétences en enquête de talent qui, je pense, nécessitent enfin, le fait de faire appel à un professionnel. Par contre, je peux donner déjà voilà, des indices, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours une façon de collecter de l'information qui va être récurrente. Il y a toujours en fait des choses qu'on va mémoriser plus facilement. Il y a toujours des choses où on va avoir une forme de créativité qui va être similaire et une façon d'ordonner nos actions qui va être les mêmes. Donc après, on peut éventuellement essayer de chercher par soi-même ça, mais généralement, moi ce que je vous recommande de faire tout seul, c'est tout simplement déjà de lister les actions où vous êtes dans le plaisir dans l'action et en fait de les raconter à un proche. Ça suffit largement parce qu'en fait rien que faire cet exercice, ça vous permettra de vous mettre dans des souvenirs où vous êtes dans votre flow, vous êtes dans votre zone de génie. Et ça suffit largement pour un exercice qu'on fait par soi-même. Intéressant, ok. Alors, quand tu dis mode opératoire, c'est notre talent unique. C'est la façon dont on opère quand on est dans notre talent unique. Ouais. Ok. Et quand tu dis on est dans notre flow, est-ce que tu peux... Enfin, parce que ce que tu dis, en gros, tu vas d'abord te rappeler les moments où tu as eu du plaisir en agissant, tu vas en parler aux autres, et le fait d'en parler, ça te fait te rappeler, et ça... Tu peux aussi avoir un miroir, quelqu'un peut t'encourager, Exactement. peut te dire oui, c'est vrai, c'est ça que tu fais. Parce que parfois, on n'a absolument pas conscience de ce qu'on fait. Quand on le fait, c'est tellement automatique. C'est ça. Du coup, avoir un miroir, les gens nous disent oui, ce que tu fais, ça, c'est vraiment toi. Ça peut nous aider peut-être aussi. Tout à fait, parce qu'en fait, quand on est dans ces moments, dans le flow, souvent ils échappent un peu à notre conscience. Donc en fait, on passe au-dessus très vite. Pourquoi ça échappe à notre conscience? C'est parce que c'est très, 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 très automatique, très répété dans notre... Ouais. En fait, quand on est dans notre flow, donc le flow, ça vaut le coup de le définis ce que c'est le définir. flow. Le flow, c'est un concept défini donc par Mihaly, le psychologue dont on a parlé tout à l'heure, et qui est en fait une zone où en fait on est ce qu'il appelle l'expérience optimale, c'est-à-dire qu'en fait on est pleinement absorbé par l'action qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que vu qu'on est entre guillemets ce qu'on appelle à fond dedans, eh bien ce phénomène psychologique particulier où on ne voit pas le temps passer,
vu qu'on est à fond dans ce qu'on fait, on ne sait pas à cet instant qui on n'est pas en train de réfléchir sur soi-même, on est en fait à fond dans ce qu'on est en train de faire. Donc si par exemple, je suis un joueur d'échecs, je vais être dans le flow par exemple en jouant aux échecs. Euh, et c'est là que c'est très intéressant, c'est que le flow n'intervient que dans des activités où on a déjà un niveau de compétence élevé. C'est-à-dire que il faut déjà être au moins en maîtrise pour être dans le flow parce qu'on a donc ce sentiment où on est en pleine maîtrise de ce qu'on fait et en même temps qu'on est challengé. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes un maître aux échecs, vous êtes à fond dedans, vous avez le sentiment d'être en maîtrise du jeu des échecs, mais en même temps vous êtes challengé parce que vous avez face à vous un adversaire qui nécessite que vous soyez à fond dedans. Si vous étiez à l'inverse, face à un adversaire qui, vous le savez très bien, est beaucoup moins bien que vous pourriez juste, vous sortiriez du flow parce que vous seriez plutôt dans une zone d'ennui. Ou alors, si vous êtes au contraire trop challengé, là vous allez sortir du flow, vous allez être dans le rouge, ce qu'on appelle. Dans le rouge ou dans le burn-out, parce qu'en fait vous êtes trop en surstress, parce que justement c'est trop. Donc par exemple, si, mettons, vous avez l'habitude de courir 10 km et si brutalement vous vous mettez à faire un marathon, bah, même si vous êtes compétent et entraîné pour faire du 10 km, bah, le jour où vous faites un marathon, vous allez peut-être vous retrouver dans le rouge. Et donc là, vous sortez du flow. Donc le C'est flow, trop dur. C'est ni trop facile, ni trop c'est dur. ça. Donc c'est un état de stress positif. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que en fait, quand on est à fond dedans, le corps il est stressé, mais il est stressé positivement et il est donc mobilisé pour répondre à l'action, mais dans un stress qui est challengeant, sans être dans le rouge, mais qui est quand même suffisant pour être à fond dedans, pleinement engagé dans l'action. Donc ça c'est le flow, tel que Mihaly le définit. Hein. Voilà. Et donc quand on est dans notre talent unique, c'est qu'on est dans un flow qui correspond au flow de notre personnalité. Donc c'est un flow particulier, c'est un flow qui vient juste de notre façon d'être naturelle. C'est-à-dire, en fait, toi, ben, tu es quelqu'un, alors je parlais de moi je suis quelqu'un qui, dans mon flow naturel, je vais avoir tendance à m'exprimer comme, je veux dire, un professeur qui explique, qui expose, et c'est ce que je suis en train de faire Oui, actuellement. clairement. C'est que voilà, je suis en train d'exposer des connaissances sur la façon dont pensent les humains. Voilà. Donc ça, c'est le flow naturel de ma personnalité. Et puis pour toi, ça va être quelque chose d'autre. Et puis pour Gertrude, ça va être quelque chose d'autre. Et puis pour René, autre chose. Et c'est très bien comme ça. Mais le truc, c'est que c'est parfois quelque chose qui émane tellement naturellement de notre personnalité qu'on peut avoir une difficulté à s'en empêcher. Et c'est là que ça devient le talon d'Achille. Par exemple, si je le fais pendant trop longtemps, ben, ça peut ennuyer les gens ou ça peut au contraire les braquer. Voilà. Et donc pour quelqu'un d'autre qui va avoir comme talent naturel, talent unique naturel, le fait, je sais pas moi, de créer des cadres relationnels parfaitement sains, ben, en fait, il y a des fois, en fait, ça va être très à propos, parce que ben, en fait, c'est le moment où on a besoin de mettre de la sécurité dans un groupe. Et puis il y a des moments où c'est pas du tout à propos, on dit mais enfin fout-nous la paix, hein, concrètement. Oui. Voilà. Ouais. Quand il y a Non, parce besoin que d'un c'est- médiateur, quand il y a besoin de clarifier les choses, Mm. d'assainir une relation dans un groupe ou dans un couple, Voilà. là c'est utile, mais si les gens sont juste en train de rigoler entre eux et puis on essaie de assainir et de faire en sorte que tout le monde Ouais. soit en sécurité tout le temps, ça nous les brute quoi. Ça c'est le talent au passage d'un client dont je ne citerai pas le nom. Et donc voilà, Mhm. pour l'exemple. Très intéressant, très intéressant. Alors, moi, ça m'intéresserait que tu nous décrives, je sais pas si tu peux, quelques exemples de talents de tes clients, sans citer les noms, bien sûr, des gens que tu as connus, pour pouvoir que les personnes puissent se rendre. Enfin, pour donner des exemples pour que ça soit un peu plus concret pour les uns et les autres qui nous regardent. Bien sûr, bah, déjà je peux prendre cet exemple-là. C'est donc ce client qui avait vraiment pour automatisme, hein, disons-le clairement, de faire attention à ce que le cadre relationnel soit parfaitement sain. Et bien en fait, voilà, il va être très très doué, enfin il est très doué pour créer des groupes par exemple de thérapie ou des groupes
de constellation familiale, où en fait, par exemple, les gens ont besoin d'un cadre de sécurité, ou alors dans certains contextes professionnels où il y a besoin d'un cadre de confidentialité. Donc voilà, tout ce champ-là, il est bienvenu. Et puis dans le talon d'Achille, c'est-à-dire dans l'ombre, Ou le défaut. eh bien, il y a le fait que, par exemple, voilà, dans une relation de couple, le fait de toujours reprendre l'autre à chaque instant, quand en fait le cadre n'a pas été assez explicite entre les deux, bah, ça enlève du mystère, ça enlève de la spontanéité. Donc parfois, voilà, c'est excessif, ça l'est même souvent. Et, euh, et donc voilà. Autre exemple, je prends là l'exemple de quelqu'un qui avait un talent extrêmement entrepreneurial, extrêmement voilà, donc en fait, c'est quelqu'un qui avait vraiment le don d'être dans le fait d'innover, de proposer des solutions innovantes à tout le monde. Donc en fait, là, donc pour tous les gens qui étaient finalement en demande de solutions, c'est-à-dire des gens qui étaient déjà dans une mentalité très entrepreneuriale et qui cherchaient des solutions, ben, c'était vraiment le bienvenu. Mais l'ombre qui s'y rattache, c'est que pour les gens en fait qui préféraient, par exemple, qui avaient plus besoin d'écoute, qu'on les écoute et On ne propose pas tout de suite une solution innovante. Mais qu'on leur propose pas tout de suite une solution innovante, Ou mais même pas du que tout. souvent plutôt on les écoute avec empathie, voire qu'on les plaigne un peu par rapport à leurs difficultés. Et ben là, ça n'allait pas du tout parce qu'ils avaient tendance à le trouver prétentieux et non compatissant par rapport à leurs difficultés. Donc, les gens qui étaient en difficulté, ça passait pas avec, alors que les gens qui étaient en mode allez, on y va, on change tout, on change le monde, ben là, au contraire, c'était quelqu'un qui les aidait à innover et qui les aidait à les pousser pour aller chercher les résultats qu'ils voulaient. Donc voilà, deux exemples saisissants. Je peux prendre l'exemple encore d'un autre talent qui est donc par exemple quelqu'un qui avait donc pour talent d'aider les gens à, à dépasser leur timidité. Hein. C'est quelqu'un qui va aider les gens à sortir de leur zone de confort, d'aller vers l'autre, d'oser déplaire, d'oser finalement prendre un risque, hein, socialement parlant, voilà, tant que ce soit se mettre en avant. tant que ce soit pour la séduction, que ce soit pour la vente, que ce soit pour le fait de se mettre en avant en entretien, peu importe. Briser la glace. Briser la glace, voilà. Talon d'Achille, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un qui, n'étant pas assez timide, parfois, la ferme pas assez, puis bon, voilà, souvent, il saoule tout le monde, quoi. Voilà. Évidemment, ouais. Tellement petit. Il y a très peu de gens que cette personne n'a pas saoulé parce que justement, il franchissait trop les limites de tout un chacun. Mais par contre, il a pu aider énormément de gens à sortir de leur timidité, aller vers l'autre, prendre le minimum de risques qui va avec. Donc voilà, quelqu'un de très désinhibé, comme on peut l'imaginer, et qui, pour la petite histoire, hein, souffre du fait d'être souvent rejeté par beaucoup de gens, et en même temps qui peut aider énormément de gens à faire des rencontres, à s'ouvrir, à sortir de leur timidité. Merci, c'est plus concret. Et c'est fascinant ce parallèle entre ma zone de lumière, où là où je suis le plus doué, mais c'est aussi mon plus grand défaut. Et en fait, j'ai l'impression que tout est lié. C'est la même chose. En fait, c'est le même autoroute neuronale. D'accord. C'est le même programme, entre guillemets, dans notre cerveau. C'est la même habitude, c'est le même comportement. Et en fait, souvent, ce qui nous saoule chez les autres, c'est leur plus grande zone de génie. C'est ça qui est génial, en fait. C'est qu'en fait, ce qui t'insupporte chez quelqu'un, c'est souvent, en fait, la marque du fait qu'il ne peut pas s'en empêcher et qu'en fait, il y a un contexte pour que ce soit quelque chose d'absolument génial. Et qui peut potentiellement te rendre très riche. Donc, notre zone de génie et notre zone de folie, ou la zone où on saoule tout le monde, c'est la même. C'est juste pas au même endroit. C'est juste le contexte qui change. C'est juste qu'on l'utilise pas au même endroit, au même moment. Exactement. C'est ça ? Donc plus quelqu'un te saoule, plus en fait ça peut le rendre riche. Sauf qu'il n'est pas la bonne personne. Le contexte change tout. Le contexte c'est important. Hein. Tout est une question de contexte, comme on dit. Ok, intéressant. Mais
c'est très difficile. Enfin, c'est difficile aux gens de prendre conscience de cela. Oui, Et pourquoi c'est aussi difficile de prendre conscience de son propre talent déjà et bah déjà, il faut le mettre en Parce mots. que souvent on se dit on a des défauts, on a des qualités, on ne dit Oui, pas que mais, c'est la même oui, chose. mais il y a cet adage qui dit on a les qualités de nos défauts et les défauts de nos qualités. Mais on n'imagine pas à quel point c'est vrai, parce qu'en vérité, on n'a ni qualité ni défaut, ce sont que des perspectives sur l'automatisme de qui on est. De nos Euh, fonctionnements, de ce qu'on fait. oui, et puis surtout, en fait, c'est le contexte qui détermine si c'est une qualité ou un défaut. Donc, par exemple, en fait, cette personne dont je parlais, en fait, qui va faire que tu vas te désinhiber, en fait. Sortir de ta Donc, timidité. mettons que l'automatisme, c'est de désinhiber ou de se désinhiber. Ben, en fait, il y a un contexte où c'est une qualité, puis il y a un contexte où c'est un défaut. Hein, parce que si tu es reçu chez des gens avec les couverts en argent et tout, et puis que tu commences à t'exprimer de façon désinhibée, ce n'est pas le bon contexte. Non, ce n'est pas le bon contexte. C'est Par gênant. contre, ouais, ça crée des situations très gênantes. Alors que si à l'inverse, bah, tu accompagnes quelqu'un pour que en fait, il sorte de sa timidité, qu'il aille enfin parler à des gens, à une soirée networking, à un after work, et ben en fait, ça va le faire sortir de ses coquilles et c'est un contexte où c'est très positif. Donc, tout est une question de contexte, mais on n'imagine pas à quel point. C'est-à-dire que vraiment, littéralement, les qualités et les défauts de façon absolue, je pense vraiment que ça n'existe pas. Par contre, le fait que ça se révèle dans un contexte, oui. Et donc oui, ce qui est difficile, c'est la conscience de tous les contextes, même potentiels, ceux qu'on n'imagine même pas, dans lesquels on pourrait exprimer notre talent. Ça, c'est pas évident, mais ça peut aller vraiment très loin. Et donc en fait, donc, l'approche du talent unique que j'ai consiste pas à changer ou à évoluer, mais à vraiment connaître nos automatismes, sans penser que c'est des absolus, mais à les connaître bien, mais aussi à connaître le contexte, ou les contextes plutôt, dans lesquels ils vont apporter de la valeur et ceux dans lesquels ils vont au contraire en enlever. Parce que du coup, on va faire quelque chose de beaucoup plus puissant que de chercher à se changer soi-même. On va chercher à se mettre dans le bon contexte. C'est-à-dire qu'on va se dire, ah bah tiens, je suis un poisson d'eau douce, je vais arrêter de nager dans la mer, je vais aller nager dans la rivière. Ah, je suis un poisson d'eau de mer, je vais arrêter de nager dans la rivière, je vais aller en haute mer, je suis fait pour ça. Et du coup, d'un coup, on se sent plus à l'aise. D'un coup, ben voilà, les gens veulent avoir plus de conscience sur comment ils pensent et comment ils fonctionnent. Ben, du coup, je vais être le poisson d'eau de mer qui retourne dans l'eau de mer. Et d'arrêter de justement d'imposer ces visions à des gens qui ne veulent rien en Oui. savoir ou en entendre. Oui, oui. Et Genre, oui, on peut aller dans la mer, bah nous on est bien dans la rivière. Pourquoi Ouais. tu nous ennuies? Ouais. Il y a cette citation d'Einstein, si on apprend à, si on juge le talent, je crois, par Dans l'intelligence, je crois. l'intelligence, le fait qu'un poisson puisse monter à un arbre, ou un truc du genre, bah, on croit que tout le monde est pas bête, enfin bête, enfin bref. Oui, oui. C'est pas Si on exactement juge ça. l'intelligence d'un poisson à sa façon de monter sur un arbre, il est stupide. Ouais. Et en fait, c'est l'idée que ça dépend de comment tu évalues l'intelligence. Ouais, et Parce puis qu'on a plein de formes c'est d'intelligence. aussi l'idée qu'un poisson il est fait pour nager et que en fait un singe il est fait pour pour grimper à un arbre et que en fait on est plus qu'on veut bien le croire déjà pas mal déterminé et qu'on a plus de c'est plus sage d'observer à quel point on est déterminé même si ça nous arrange pas. Hein. Ça nous arrange pas d'accepter cette idée que on est en pilote automatique, mais même si ça nous arrange pas, c'est beaucoup plus confortable et lucratif de nous observer en ce sens pour après non pas changer qui on est, mais changer le contexte. Beaucoup plus efficace de faire un changement, ce qu'on appelle un changement systémique. Change de situation. Changer le système. De système, de situation. Tu changes de travail, Ouais. tu changes de partenaire, tu changes C'est ça. de lieu, de cadre. Et dans un cadre avec des personnes qui ont envie, qui ont besoin de ce talent, c'est utile. Et, alors que d'autres, ils vont te critiquer à longueur de journée, comme quoi tu les saoules. Ouais. Et c'est ça qui est très destructeur d'ailleurs. Parce que quand ça te fait perdre en estime de toi quand. Ouais. Oui, quand toi, tu ne peux pas t'empêcher d'être qui tu es et que les gens te disent que tu as un problème. Ouais. En fait, Moi, ça m'est arrivé d'être manager problème. dans plusieurs entreprises. Et en fait, dans une entreprise, ça s'est extrêmement bien passé. Puis dans une autre, ça s'est extrêmement mal passé. Et en fait, ça, c'est marrant, mais on peut, à travers une expérience, par exemple, où ça se serait mal passé en tant que manager, dire, en fait, je ne suis pas fait pour le management. En fait, je suis pas fait pour ça.
Mais en fait, c'est pas vrai. C'est en fait qu'il y a d'autres éléments du contexte qui ont fait que je ne pouvais pas exprimer ma façon de manager dans cet environnement alors que je pouvais dans l'autre. Et donc, c'est ça qui est vraiment difficile, c'est de comprendre toutes les subtilités de l'environnement pour lequel on est fait, en fait. Quelle est, en fait, est-ce qu'on est fait pour la mer? Oui, mais où? Quelle mer? Celle où tu es près de la barrière de corail? Où, en fait, tu as tout cet écosystème? Ou la haute mer? Ou est-ce que tu es fait pour, justement, être dans un étang? Être dans une petite rivière, une grande rivière? Enfin, t'es fait pour quel environnement exactement? Et on n'est pas tous faits pour le même. Et quelles sont les questions qu'on peut se poser concrètement pour identifier l'environnement qui nous est plus bénéfique? Déjà, peut-être se demander, est-ce que je suis tout seul ou avec des personnes? Mm. Alors, c'est beaucoup des besoins. On va dire que le besoin lié au talent unique, c'est le besoin d'exprimer qui on est, d'exprimer notre créativité, d'exprimer notre personnalité. Alors ça, on peut le ressentir soit d'une façon intuitive, soit en modélisant son talent unique. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont l'intuition, en fait, ils ressentent émotionnellement s'ils arrivent à exprimer qui ils sont dans cet environnement. Ça, c'est l'idéal. Si vous arrivez à faire ça, vous n'avez pas besoin de venir découvrir votre talent unique. Mais pour ceux qui n'arrivent pas à le sentir, c'est là que ça vaut le coup de découvrir son talent unique. Et après, au-delà du talent unique, il y a tous les éléments de l'ikigai qui peuvent être intéressants à prendre en compte. C'est déjà, est-ce que je suis suffisamment payé? Est-ce que ce que je fais a du sens pour moi? Est-ce que j'ai du plaisir à faire ce que je fais? Mais aussi, il y a tous les éléments de l'environnement. C'est est-ce que je me sens, est-ce que j'ai, par exemple, des besoins particuliers qui sont satisfaits. Donc, par exemple, si je suis quelqu'un d'handicapé, je peux peut-être avoir besoin de certains aménagements. Ou alors, si... Une personne en situation de handicap. ouais, une personne, ouais. Ou alors, si par exemple, j'ai on va dire, des préférences très très fortes. Par exemple, il y a des gens qui, comme mon frère par exemple, ont une préférence très très forte pour travailler en extérieur ou travailler dans un environnement où il n'est pas enfermé dans un bureau. Bon, quand on est dans ce cas-là, c'est une préférence très très forte à prendre en compte. Voilà, est-ce que moi j'ai des besoins particuliers également Donc, qui rentrent en jeu? être à l'air libre, être debout, être assis, Voilà. derrière un écran ou non, Voilà. avec des gens ou seul, Mm. prendre des risques ou alors c'est toujours la même routine, varier les enjeux, varier les contextes, enfin varier les personnes ou alors que ce soit à peu près la même chose, Ouais. le même type d'environnement tout le temps. Est-ce qu'il y a des enjeux très forts ou au contraire c'est léger? Il y a des gens qui ont besoin de travailler sans aucun bruit. Ah oui, Et puis il y a des gens, plus comme toi, qui ont besoin de beaucoup de stimulation de travail collectif pour être engagés au travail. C'est pas du tout le même mode de fonctionnement. Donc en fait, quand on a des besoins comme ça, il faut les répertorier parce que ça donne pas le même environnement professionnel dans lequel on réussit dans le plaisir. il y a quoi comme d'autres listes de besoins que tu as identifiées avec tes années d'expérience que tu as accompagné des centaines Il y de a personnes? aussi le rapport à l'autorité qui rentre en compte. Par exemple, certaines personnes, pour être vraiment qui ils sont, ils ont besoin davantage d'être en position d'autorité. Et tu en as d'autres, au contraire, en fait, Ils veulent pas l'autorité. ils ont plus besoin d'être à parité en esprit d'équipe pure et tout. Où tout le monde est au même niveau, quoi. Ouais, ou très très collaboratif. C'est un petit peu différent. Mhm. Et les autres, je les ai largement cités. D'accord. Euh, ouais, Intéressant. ouais. Et juste une question, tu me parles depuis tout à l'heure de talent unique, mais n'a-t-on pas plusieurs talents? Pourquoi tu parles de talent unique? Après tout, on pourrait aussi se dire, mais j'ai plusieurs talents, Hugues. Ou Et alors, t'as raison, mon cher Pierre, t'as raison. non, mais j'en ai développé plein dans la vie. Je suis pas juste quelqu'un qui sait animer ou oser se mettre en avant. Je sais aussi, je sais pas, parler d'autres langues ou je sais, genre ça, enfin, faire jongler. Enfin, Mm. euh, c'est pas juste un seul talent. Ou alors, comment tu concilies ça en fait? Oui, alors ça, merci de dire ça parce que justement, tu as plusieurs aspects à ça. Le premier aspect, c'est que déjà, tu as raison, on a un talent unique, mais on n'a pas un unique talent. C'est-à-dire que C'est important de dire ça. on a un talent unique parce que, encore une fois, on a une personnalité unique. Donc c'est le talent qui vient de notre personnalité. Mais on a une multitude de talents, en fait, on a autant de talents que de compétences quelque part. Un talent, c'est quoi? C'est une compétence, c'est quelque chose qu'on sait faire.
La simple différence, c'est que, en fait, quand on est dans notre talent unique, vu qu'on exprime notre personnalité, c'est encore plus facile, c'est encore plus naturel, c'est un flow qui est plus spontané. Et la merveille de tout ça, c'est qu'on peut combiner les deux. Donc, par exemple, moi, j'ai dans mes compétences acquises, dans mes talents acquis, je puis dire, par exemple, la vente et le marketing. Donc, on acquiert ça au fur et à Voilà, mesure. c'est des compétences que j'ai acquises, que j'avais pas du tout naturellement. Pas du tout même. En fait, aujourd'hui, je peux tout à fait, par exemple, faire une formation en vente où en fait, je vais combiner mon talent unique qui va faire que je vais expliquer la façon dont les gens pensent, notamment la vente, et en fait, ma compétence de vendeur. Donc, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai créé ma propre méthode de vente que j'ai appelée Acquis de Closing. Mais en gros, là, ce que je veux dire, c'est qu'on combine agréablement, tous autant que nous sommes, le talent qui vient de notre personnalité et également tous les autres talents, toutes les compétences apprises. Le simple fait que c'est notre talent unique qui donne quand même une forme de direction, en fait. Donc quand les gens... Comme un axe avec des branchements, avec Ouais, des talents secondaires ou acquis au fur et à parce que mesure. je vais te le dire comme ça, c'est Des qu'en talents fait, uniques et d'autres talents qu'on rattache, si- qu'on rajoute. s'il y a un truc qu'on traînera toute notre vie jusqu'au dernier souffle, c'est notre personnalité. Donc, vu que c'est le truc dont on n'arrivera jamais à se défaire, notre personnalité, on peut changer d'habit, on peut changer de... je pense que à peu de choses près, même si on change de genre, en fait, je pense qu'on garde très largement notre personnalité. Donc, en fait, Même si on médite toute la journée. même si tu médites toute la journée, tu vas garder à peu près la même personnalité, tu vas peut-être t'adoucir un peu, te nuancer un peu dans ta façon d'agir, mais tu changeras pas ce qui te fait plaisir dans l'action, en fait. C'est un truc qui change pas les gens, c'est la façon dont ils se prennent du plaisir dans l'action. Donc c'est tellement résistant au changement, une fois qu'on a atteint nos 16 ans, que voilà, en fait, autant combiner ça avec les autres compétences. Voilà. C'est très intéressant. Donc en fait, on a un talent unique Mm. qui a un axe important, c'est la façon dont on est le plus à l'aise et c'est le plus évident pour nous et on sait très bien faire, mais on peut toujours acquérir d'autres talents qui n'ont Une rien à infinité. voir ou qui peut une infinité, oui. Donc on peut être Ouais, multi-talent. ouais. Et donc en fait, alors, et donc ça, merci, ça rejoint le deuxième volet de cette question. C'est qu'en fait, on n'aime pas l'idée qu'on serait limité à un seul talent. Et en fait, c'est ça le nerf de la question. C'est qu'en fait, cette idée selon laquelle on est limité, elle est déplaisante. Et surtout, moi, je voudrais pas être quelqu'un qui nourrit des croyances qui font que les gens après se limitent. C'est pas du tout mon propos. Bien au contraire. Mais le truc, c'est que on est à la fois limité et illimité, les humains. C'est-à-dire qu'on est limité dans le sens où on a une durée de vie limitée, dans le sens où on peut acquérir toutes les compétences et en même temps on ne peut pas toutes les acquérir parce qu'on n'aura pas le temps de tout acquérir, on n'aura pas le temps de tout faire. Et en même temps, si on se donne vraiment les moyens de développer une compétence jusqu'au bout, en fait, on va finir par y arriver. C'est-à-dire qu'en fait, si tous les matins vous faites du basket, vous saurez au bout d'un moment faire super bien du basket. Très bien. Donc, donc on est à la fois limité et pas limité. Par contre, ce qui est clair, c'est que on peut observer des zones de fluidité. Et c'est ça le propos que je tiens par rapport au talent, c'est que on sous-estime largement ce que peut permettre les zones de fluidité. C'est-à-dire là où c'est facile, là où c'est fluide, là où en fait ça va vraiment tout seul. Parce que là, on peut développer de la compétence à un niveau extrêmement élevé si on le fait tous les jours. En fait. Oui. Et pas simplement d'un niveau élevé. C'est-à-dire que là, on peut aller vraiment extrêmement loin. On peut être très 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 bon, Ouais. un expert très 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 puissant dans Ouais. un domaine. Ok. Tout à fait. Et j'ai envie de revenir sur une idée. Tu disais à l'âge de 16 ans, c'est figé. Est-ce que ça rejoint une idée que j'aimerais te poser, que je t'ai posée au début. D'où ça vient notre talent unique? C'est quoi? Comment on l'acquiert dans notre vie? Alors, À quel moment et comment ça se structure et à partir de quel moment c'est vraiment figé en nous? Donc merci de poser cette question, c'est assez intéressant. En fait, ça correspond à la maturation du cerveau de l'enfance à l'adulte. C'est-à-dire en fait, les modes d'apprentissage quand on est enfant et quand on est adulte sont différents. Donc, ce qui est assez courant, c'est de prendre l'exemple de quand on apprend une langue étrangère.
Quand on apprend une langue étrangère enfant, contrairement à l'idée reçue, on met beaucoup plus de temps à l'apprendre quand on est enfant que quand on est adulte. Pourtant, l'idée reçue, c'est de croire qu'on apprend plus vite une langue quand on est enfant. Oui. Eh bien, non, on l'apprend beaucoup plus lentement. Par contre, on l'apprend quelque part d'une façon beaucoup plus profonde et beaucoup plus ancrée, plus comme une éponge, si on peut prendre une métaphore. C'est qu'en fait, l'enfant, il va apprendre une langue comme une éponge, alors que l'adulte, pas du tout. Et donc, l'enfant, il va apprendre la langue étrangère, mais à l'âge adulte, il aura plus de facilité à avoir un accès plus immédiat à la langue. Il aura comme facilité le fait de pouvoir parler la langue sans aucun accent que s'il a appris à l'âge adulte. Par contre, l'adulte, il va être beaucoup plus performant pour apprendre beaucoup plus rapidement le vocabulaire. Il va être beaucoup plus performant. Donc, en fait, un adulte, en 3 semaines, concrètement, ça a déjà été fait, il peut apprendre une langue étrangère. Oui, avec la bonne méthode quand même. Avec la bonne méthode, oui, mais en 3 semaines. Alors que pour un enfant, il va ânonner pendant des années. Et en fait, pour tous les gens qui nous regardent qui sont des parents, ils voient à quel point voilà, le fait de faire causer le gosse, hein, ça prend beaucoup de temps, d'effort et de patience. Voilà. Alors que quand on est adulte, ça peut aller extrêmement vite si on s'y emploie réellement, qu'on en fait vraiment un travail. Donc en fait, le cerveau adulte, il a des capacités que l'enfant n'a pas. Et donc, on acquiert notre talent unique quand on est enfant. C'est ça. C'est Ça se ça. forge quand on est enfant. Mais c'est vraiment parce que quand on est un enfant, on est une éponge et on se forme. Mais quand on est adulte, finalement, on perd la flexibilité de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il va être ouvert à des formes d'apprentissage qui sont très très larges. C'est-à-dire qu'en fait, il va autant apprendre l'accent, il va autant apprendre l'accès au langage, les phonèmes, les articulations, le vocabulaire, il va tout apprendre en même temps. Il va vraiment reproduire comme une éponge, enfin il va absorber comme une éponge et reproduire ce qui est fait. Pour l'adulte, en fait, ça sera moins un mimétisme profond. Il va plus utiliser la réflexion et l'organisation et la structure. Donc il y a des avantages et des inconvénients aux deux. C'est que quand on est adulte, eh ben, en fait, en vrai, on est beaucoup moins malléable que quand on est enfant. Et donc oui, quand on est adulte, on est beaucoup plus déterminé. C'est-à-dire qu'en fait, tu as déjà ta personnalité, tu as déjà ton mode de fonctionnement. Tu peux plus à partir vraiment... de quel âge l'adulte, c'est quel âge pour toi? C'est un débat de neuroscientifiques, mais entre 16 et un peu plus, globalement, le cerveau, il est quasiment un cerveau d'adulte. 16-18 ou 16-23? Ouais, tu as besoin... Bah, ça dépend si on parle d'à quel point tu t'es posé émotionnellement ou si on parle d'à quel point tes fonctions sont en place. Si on parle d'à quel point tes fonctions, ta personnalité est en place, à 16 ans, ta personnalité est globalement en place. Mais encore une fois, c'est vraiment un débat scientifique dans lequel je ne suis pas l'expert. Et donc du coup, une fois que ta personnalité est en place, ben, ton mode d'apprentissage est en place. Et c'est relativement déterminé. Et tu as plus de gains à l'observer et à savoir comment il est déjà constitué qu'à chercher à le changer parce qu'en fait, il est en place là. Très bien. Et donc en fait, à l'âge de 16 ans, notre talent unique est déjà en place. Grosso modo, oui. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on connaît tous les contextes où il s'applique, loin de là. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on peut découvrir à chaque étape de la vie, en fait, de nouveaux contextes où on va pouvoir réussir à exprimer notre talent. Et est-ce que tu serais juste de dire que l'enfance, on vit plein de situations d'expérience et en fait, on est confronté à des situations, on trouve des solutions, on agit et ces expériences-là renforcent, modèlent progressivement notre cerveau pour au bout d'un moment avoir cette autoroute neuronale dont tu parles. Oui. C'est juste de dire ça. Moi, je Merci. donne des exemples concrets. Quand j'étais enfant, on est arrivé aux États-Unis à l'âge de 5 ans et demi. Mes parents étaient dans une situation où en fait ils étaient un peu stressés parce que ma mère venait d'arriver dans un pays qu'elle ne connaissait pas la langue et s'occupe d'un coup à 2-3 garçons. Mon père devait réussir professionnellement pour subvenir à nos besoins et s'adapter. Mon frère il n'allait pas très bien à l'époque. Bref, en fait j'ai capté ça et je me suis dit comment je peux faire pour animer la communauté, pour oser, qu'on puisse oser aller mieux et créer une dynamique de groupe en fait. Et ça a été un des éléments. Il y en a eu d'autres qui ont forgé ma personnalité, qui ont forgé mon talent.
Et toi, Exactement. tu peux donner ton exemple à toi Juste avant de donner ton exemple, merci pour celui-là déjà parce que en fait, ce qui est génial, c'est que dans notre environnement familial, on s'est adapté, concrètement, c'est ça, on s'est adapté pour répondre aux besoins de cet environnement, euh, et en fait, on a renforcé cet automatisme. Mais à l'âge adulte, les contextes où ça apporte de la valeur sont tout à fait improbables. C'est-à-dire que, en fait, ce que tu as fait comme action et qui est devenu un automatisme jeune, ben ça s'exprime dans des contextes qui aujourd'hui dépassent largement le cadre familial et qui font que tu vas créer une communauté dans le théâtre d'impro, une communauté entrepreneuriale, tu vas finalement aider des gens à se mettre en avant sur un plan professionnel, par exemple. Et animer des groupes. tu as donc différents contextes tout à fait improbables que tu n'aurais pas du tout soupçonné en t'adaptant ainsi en tant qu'enfant, qui vont être des contextes où tu peux exprimer aisément ton talent unique. Et plus tu développes de nouvelles compétences qui ne correspondent pas à ton talent unique, plus tu peux le transposer dans un large nombre de contextes. D'accord. Comme l'exemple que je donnais avant, donc quand on prend mon talent, le fait de finalement savoir bien modéliser la façon dont les gens pensent, en fait, ça s'est révélé être un avantage le jour où j'ai commencé à transmettre les techniques de vente. Alors que peu de temps avant, j'étais quelqu'un dont on aurait dit que ce type-là, il réussira jamais à vendre. Tu vois, je sais pas si tu te souviens. Oui, bien sûr. Voilà. Mais une fois que j'avais fini par apprendre comment ça marchait la méthode commerciale, et en fait, j'ai pu combiner ma compréhension de la façon dont les gens pensaient, la modélisation sociale, hein, concrètement, qui est mon talent unique, avec les techniques de vente. Et de combiner les deux. Tu peux définir ce que c'est modélisation pour ceux qui ne connaissent pas ce mot rapidement? C'est créer des modèles. Créer des modèles en observant ce qui se passe, en écoutant, on crée des modèles pour... qui théorisent en fait de façon simple la façon dont les choses fonctionnent. Voilà. Intéressant. Et c'est quoi, toi, ton origine de ton talent quand tu étais enfant et tu étais confronté à quelles situations qui t'ont poussé à... Alors, moi, en fait, j'étais l'enfant qui était toujours dans son coin, en fait. Donc, vu que j'étais toujours dans mon coin, en fait, je me suis très tôt passionné par rapport à la façon dont les humains fonctionnaient entre eux, dont les systèmes sociaux fonctionnaient entre eux. Donc c'était effectivement assez étrange pour mes parents et les gens qui me connaissaient haut comme trois pommes à parler en fait de politique quand j'avais déjà 3 ans. Alors pourquoi je me suis intéressé à ça? Certainement parce qu'il y a des choses qui m'ont interpellé très jeune par rapport au fait qu'en politique notamment, les gens n'étaient pas toujours fair-play, n'étaient pas toujours alignés avec l'intérêt collectif et aussi pensaient pas tous à l'unisson. Donc ça m'a fasciné pour la façon dont les gens pensaient très très jeune. Oui, tu comprenais pas aussi les gens, tu voulais les comprendre. C'est ça. Je voulais comprendre la façon dont ils pensaient, ça me fascinait, je trouvais ça étrange la façon dont les gens pensaient. Et donc je me suis beaucoup intéressé à ça très jeune. Très intéressant. Alors, est-ce que tu serais d'accord pour dire qu'une des erreurs que l'on fait lorsqu'on cherche à trouver sa voie professionnelle, c'est qu'on se cale trop par rapport à un métier ou par rapport à un secteur d'activité et on se dit je connais bien ce métier, je connais bien ce secteur d'activité, donc c'est là où je dois aller. Et on oublie de penser que en fait, dans mon talent unique, il peut s'exprimer dans plusieurs contextes, donc plusieurs métiers. Exactement, merci Pierre. Ça c'est important. Par exemple, juste un exemple, moi je peux créer des communautés, enfin je peux animer des groupes et permettre à ce que tout le monde ose se mettre en avant. Je peux le faire en tant qu'animateur télé, animateur radio. Je pourrais aussi le faire en tant que youtubeur, mais je pourrais aussi le faire en tant que formateur, en tant que créateur d'une troupe d'impro, etc. Donc c'est pas juste un seul métier et c'est ça qui peut bloquer beaucoup de gens. Mais le truc c'est que quand tu dis ça, c'est un peu inquiétant. Pourquoi? Parce que le besoin des gens, concrètement, c'est de savoir quel est le métier qui est fait pour eux, quelle est leur place. En fait.
c'est souvent en fait le besoin de la plupart des clients que je peux avoir aussi dans le plaisir, c'est ça. Et c'est légitime, quelque part. Mais le truc, c'est que même si c'est ça le besoin, ce qui va en fait être le plus utile, c'est de bien connaître les besoins que l'on a dans un environnement où on œuvre. C'est-à-dire de connaître notre environnement de travail idéal, si je puis dire, notre écologie de travail, j'ai tendance à appeler ça. Et de savoir que oui, je suis quelqu'un qui, dans mon environnement de travail, j'ai besoin, par exemple moi, d'être en situation de pouvoir expliquer des choses que les gens cherchent vraiment à savoir. Donc j'ai besoin de ça. Et à partir du moment où je suis dans cette situation, je peux globalement être moi-même. C'est mon besoin numéro un. J'ai besoin idéalement d'être dans un environnement professionnel où il y a relativement peu de déplacements, où je suis bien payé pour ce que je fais et où je suis dans une situation professionnelle qui a de l'impact, qui crée un monde meilleur. Où en fait, soit ça change la vie des gens, soit ça a un impact écologique positif, soit ça solutionne vraiment des problématiques d'entreprise. Donc, maintenant que je connais l'essentiel de mes besoins pour réussir dans le plaisir, et ben en fait, je peux finalement réussir dans le plaisir j'ai réussi dans le plaisir par exemple dans une start-up il y a quelques années, aussi en faisant des missions de conseil pour telle ou telle entreprise, et également pour, par exemple, ma propre entreprise qui réussit dans le plaisir, la diriger et aussi accompagner des clients. Dans ces différents contextes, je vais faire attention à ce que l'ensemble de mes besoins soit satisfaits, soit de m'en rapprocher. Et voilà, c'est ça qui va être plus aidant, c'est donc de connaître son talent unique, mais aussi l'environnement de travail qui y correspond, qui sont en fait nos différents besoins d'écologie de travail pour réussir dans le plaisir. Et c'est là qu'on va, cette opportunité professionnelle, est-ce que l'ensemble de mes besoins sont satisfaits sur une échelle de 1 à 10 pour chacun d'entre eux. Voilà. Ça revient à l'idée qu'on disait tout à l'heure je me pose la question, dans quels sont mes besoins pour bien travailler? Est-ce que je veux être debout? Est-ce que je veux être assis? Est-ce que je veux être avec des gens? Est-ce que je veux être seul? Est-ce que je veux avoir l'autorité? Est-ce que je veux au contraire qu'il y ait beaucoup de parité, qu'il n'y a pas de position d'autorité, etc. Oui, puis l'autonomie, j'ai oublié de parler du niveau d'autonomie. Il y a des gens qui préfèrent être très dirigés, d'autres qui ont besoin qu'on leur foute la paix pour gérer les projets. Et ça change beaucoup de choses. Donc en fait, au final, ce qu'il faut vraiment bien connaître, c'est non seulement son talent unique, mais les besoins et les contextes, les besoins pour que notre talent unique se déclenche et les contextes où là il se déclenche. Et ensuite, quand on connaît bien ça, on peut évaluer si un métier ou une opportunité professionnelle ou artistique, enfin en tout cas un cas nous correspond. Le truc, c'est qu'à partir de la modélisation du mode opératoire du talent unique, on obtient à peu de choses près en transposant en fait l'environnement idéal en fait. Et donc quand on cherche notre place, ça nous permet de connaître les différentes places qu'on peut prendre en fait. Et donc est-ce qu'on peut trouver sa place? Je sais pas, mais en tout cas on peut avoir conscience de quelles sont nos différentes places possibles. Et c'est ça que permet en fait la modélisation du talent unique. Alors après il y a des gens qui le sentent intuitivement. C'est encore mieux. Les gens ils sentent que là, en fait, je vais être dans mon truc, je vais pouvoir m'exprimer. Il y en a qui le sentent ouais. Et en fait, tous les gens qui, en fait, assez naturellement réussissent dans le plaisir, y compris les gens qui ont beaucoup de succès, en fait, souvent, ils ont cette intuition. Ils savent aller vers leur propre direction. Et en fait, souvent, ils savent aller vers les environnements qui sont faits pour eux. Et cette intuition, en fait, elle fait vraiment la différence. Mais certains d'entre nous, comme moi, par exemple, j'ai pas cette intuition et c'est pour ça que j'en ai fait un métier pour l'expliciter et dire en fait ok on va faire des recherches dans ta vie, dans ma vie, retrouver les moments qui donnent les indices et puis trouver les vrais besoins. Et donc qu'est-ce que tu recommandes à des personnes qui veulent aller vers cette démarche? C'est si je résume, se rappeler les situations où on a eu du plaisir, les lister et en parler aux autres, et essayer d'identifier nos propres besoins qui sont les points communs entre ces différentes situations. Par exemple, si la personne se rend compte que dans toutes ces situations, il y a du monde autour de moi, et c'est moi qui initie les projets et j'ai beaucoup d'autonomie, on va dire que c'est un début de modélisation. Est-ce que c'est juste de dire ça? Oui, le deuxième exercice, donc premier exercice, je le répète encore une fois, c'est vraiment
de faire la liste d'actions où on a réussi dans le plaisir et de raconter l'histoire en totalité, et même en racontant les détails à quelqu'un qui est dans notre entourage, pour avoir l'effet miroir, mais aussi pour se remettre dans le bain de qu'est-ce que c'est que nous dans notre flow. Ça nous permet au moins de le sentir émotionnellement. Deuxième exercice, c'est attention sur le premier exercice d'en tirer des conclusions trop rapides. Voilà, parce qu'en fait, le but c'est plus de se remettre dans l'émotion de la chose et dans le bain que d'en tirer des interprétations qui seront Parce pas qu'on est aussi... souvent très mauvais pour évaluer complètement Ouais. l'étendue de notre talent. Ouais, parce que souvent on on est va tellement dire dans ah, l'action. mon talent c'est ça, puis en fait non, en fait. Et c'est là que si là où on la veut aller modé- plus loin, il faut mieux faire appel à un professionnel. Pour ça, je vous invite à aller sur réussirdansleplaisir.fr. Et pour deuxième exercice, c'est de vous rappeler, si vous avez eu des expériences professionnelles qui se sont très bien passées, quels sont vos besoins en termes, pourquoi ça avait du sens, quelles étaient les actions dans lesquelles vous aviez du plaisir, qu'est-ce que c'est pour vous qu'être bien payé, et également de vous rappeler vos besoins en termes de vos besoins particuliers, comme j'ai dit tout à l'heure, vos besoins en termes d'autonomie et de faire autorité ou pas. Et si vous mettez par écrit en fait ces différents besoins, en fait, vous vous approchez de votre écologie de travail. Et quand vous voyez une opportunité professionnelle, vous pouvez vous poser la question, ok, quels vont être mes besoins, qui vont être satisfaits a priori? Est-ce que je vais a priori être proche de mon flow? Est-ce que de mon talent unique? Est-ce que mes autres besoins d'écologie de travail ils vont être satisfaits a priori dans cette opportunité professionnelle ou a priori non? Donc voilà ce que je peux vous proposer pour vue de loin. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils peuvent faire ou déjà si on fait ça, c'est déjà beaucoup? C'est déjà super le faire pour chaque opportunité professionnelle, prendre ce recul, mettre les choses par écrit. Voilà. Oui, puis c'est un chemin. C'est un chemin de Oui, découverte de et soi-même. puis souvent on se pose la question qu'une fois au lieu de la poser à chaque opportunité professionnelle. Or en fait, j'ai la conviction que l'orientation, c'est pas juste une fois je connais mon MBTI et puis après je sais qui je suis. C'est en fait à chaque fois qu'une opportunité se présente. C'est vraiment pour moi une question d'opportunité. Ok, cette opportunité, c'est peut-être une opportunité dans l'absolu, mais est-ce que c'est une opportunité pour moi? Est-ce qu'une opportunité dans laquelle je vais réussir dans le plaisir? Très intéressant. Alors moi j'aimerais te poser comme question, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin, car Réussir dans le plaisir, c'est un partenaire de Magic Humans et pour avoir vécu ce parcours, je sais à quel point il peut apporter de la valeur aux gens pour leur rendre leur vie plus magique. Du coup, ça fait partie de la famille Magic Humans, des offres de Magic Humans. Et est-ce que tu peux expliciter un petit peu plus qu'est-ce que tu proposes concrètement comme méthode pour aider les gens qui veulent vraiment réussir dans le plaisir et trouver leur talent unique? Alors avec plaisir. Donc pour ceux que ça intéresse de connaître leur zone de génie, Réussir dans le plaisir, on propose ça depuis 8 ans maintenant. Donc le parcours, donc ce qu'on propose dans le cadre du partenariat avec Magic Humans, c'est une offre commune qui émane justement de nos zones de génie respectives. C'est-à-dire que non seulement avec Réussir dans le plaisir, vous allez découvrir votre talent unique, mais en plus avec Magic Humans, vous allez apprendre à le valoriser, à le mettre en avant. Donc après, il y a plusieurs formats d'accompagnement, ça dépend des profils. Donc c'est pas exactement la même formule si vous êtes quelqu'un qui est dans une reconversion professionnelle que si vous êtes quelqu'un qui vous lancez dans une activité indépendante. Mais grosso modo, je donne les étapes standards pour les deux. Par exemple, si vous êtes dans une reconversion professionnelle ou si vous êtes étudiant ou si vous êtes simplement à la recherche de votre place, ce qui va souvent être le parcours le plus fréquent, c'est en 4 séances plus le suivi. Donc vous allez identifier votre zone de génie dans un premier temps, votre ikigai, et puis après scénariser des projets professionnels concrets et les comparer en fonction de votre écologie de travail, c'est-à-dire
l'environnement professionnel idéal, et ensuite faire des choix, savoir pourquoi vous abandonnez certaines options, parce qu'en fait, vous n'êtes pas autant aligné que vous le croyez, et puis vous allez en choisir d'autres après les avoir shortlistées. Voilà. Si jamais vous êtes un indépendant, il y a quelques choses qui vont différer, parce que en fait, vous allez souvent créer une offre qui correspond à la fois à votre zone de génie et à l'étude de marché que vous avez faite sur le marché. Et en fait, ce qu'on va faire dans tous les cas via le partenariat avec Magic Human, c'est qu'en plus de ça, vous aurez un module dans lequel vous allez apprendre, donc avec Pierre, à mettre en avant ce talent. Donc, encore une fois, ce sera un peu différent si vous êtes dans une reconversion ou si vous êtes un indépendant, parce qu'en reconversion, ça va être davantage dans un cadre où vous êtes dans un entretien d'embauche, alors que finalement, pour les indépendants, ça sera davantage dans un entretien de vente. Mais c'est l'émanation de la même chose. Dans tous les cas, ça vous permettra de réussir dans le plaisir. Exactement. Tout en menant une vie d'humain magique. Yeah. Donc, au début, on découvre sa zone de talent, on se découvre soi, la zone de génie. Ensuite, on comprend quel est notre ikigai, là où on a du plaisir, là où on est doué, là où ça a du sens pour nous, ça correspond à nos valeurs, et là on peut être bien payé. Et après, on va déterminer c'est quoi l'environnement de travail idéal pour ensuite avoir une bonne idée de quelle est l'opportunité idéale qui me correspond. En tant qu'indépendant, c'est le client idéal, l'offre de marché idéale, etc. Et en tant que salarié, c'est le poste idéal. À une nuance près, c'est qu'en fait l'opportunité idéale, je ne sais pas si elle se présente toujours. Par contre, en tout cas, à chaque fois qu'une opportunité se présente, on sait si ça correspond ou pas. On sait si ça correspond au niveau de chacun de nos besoins de façon beaucoup plus claire. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont vraiment dans le flou à ce niveau-là, c'est là que c'est utile. Pour ceux qui ont l'intuition déjà, qui sentent les choses, c'est pas utile. Voilà. Donc ça s'adresse vraiment aux gens qui sont dans le doute, dans le flou, et qui cherchent à pu être dans le doute existentiel de pourquoi je suis fait, machin. Voilà. Et une fois qu'on est au clair avec quelle est l'opportunité idéale pour nous, et notre environnement de travail idéal, et notre zone de talent, notre ikigai, et là, on va ensuite le vendre, savoir à quelle entreprise je peux postuler pour quel poste et comment je le vends à l'entretien d'embauche si je veux être salarié par exemple, et quelle est la stratégie d'embauche ou de recrutement que je mets en place, enfin de recherche d'emploi que je mets en place, et en tant qu'indépendant, là, ça va être accompagné vers une création d'une offre pour un client, pour un marché qui correspond à notre zone de talent et qui correspond à un vrai besoin du marché. Voilà, donc cliquez sur les liens. Dans la description, il y a un lien, vous pouvez en savoir plus sur cette offre et sur aussi le site web de Réussir dans le plaisir. Voilà, vous aurez tout ça dans les liens. En tout cas, merci beaucoup Hugues. Merci à toi Pierre. J'aimerais terminer cet entretien. Est-ce que tu aurais comme une bouteille à la mer, un message aux gens qui nous écoutent et pourquoi pas aussi quelques livres que tu recommanderais de lire si ça peut les aider à se cultiver, à avancer dans leur chemin vers leur talent unique. Est-ce qu'il y a des livres que tu recommandes et un message que tu aimerais diffuser comme si tu enverrais ça à une bouteille à la mer pour que les gens dans des années puissent avoir ce message? Alors, pour les livres, malheureusement, les seuls livres qui sont pertinents sur la question sont des livres qui sont peu digestes à lire. Donc je m'en excuse, mais en fait, principalement, c'est le livre, les livres de Mihaly. Donc, les livres de Mihaly, en français, il s'appelle Vivre. En anglais, il s'appelle Flow. Il y a aussi le livre de la créativité de Mihaly. C'est des lectures indigestes, donc voilà, si vous aimez les ouvrages vraiment de psychologie très, très précis, allez-y, sinon, retenez-vous. Il n'y a pas d'ouvrage vulgarisé à ma connaissance qui soit qualitatif sur la question. Il y a énormément de livres qui prétendent en parler, mais qui, de mon point de vue, ne sont pas vraiment sur cette thématique précise du talent. Talent unique, oui. Sur le talent unique, il n'y en a pas beaucoup. Il y a éventuellement un troisième livre qui peut être lu là-dessus, c'est le livre du mode opératoire de Joël Guillon. Voilà. Et après, bouteille à la mer, vous n'avez pas idée de tous les talents
que l'on a, et notamment de la puissance du talent unique quand on le connaît et quand on sait l'exploiter dans différents domaines. Et surtout de tout le plaisir qui vient avec. Ouais. C'est-à-dire c'est de la réussite et du plaisir qui sont vraiment incroyables. Donc voilà, petite bouteille à la mer. Vraiment, c'est très important ce message. Merci Hugues pour avoir une vie magique. Assumer, explorer, découvrir, déployer vraiment pleinement votre talent et ensuite vos talents pour avoir une vie magique. C'est tellement concret et efficace et réel. Et agréable, fluide et qui a un peu impacté le monde, les autres et vous, allez-y. Allez sur ce chemin, c'est un chemin de vie. Ça nous a pris des années pour vraiment en vivre de ça et d'en faire un axe cohérent. Et ça peut vous prendre du temps, mais avec l'offre Réussir dans le plaisir, ça vous accélérera les choses, évidemment, forcément. En tout cas, on vous le souhaite et puis merci encore une fois pour votre attention. Merci à vous, merci à toi Pierre encore une fois. Je t'en prie Hugues, c'était super. Yes. Allez. Magic Humans. Alors.